bienvenue dans Curieux par nature, le balado qui répond à vos questions sur les sciences naturelles. Je m'appelle Clémentine, je suis vulgarisatrice scientifique à la Maison Léon Provencher et aujourd'hui je ne suis pas toute seule, encore une fois je suis accompagnée d'Anne-Marie. Je te laisse te présenter. Alors bonjour, moi je suis coordonnatrice à la Maison Léon Provencher. Puis nous sommes aussi accompagnés de notre expert du jour qui est Pierre Le Gagneux. Pareil, je te laisse te présenter. Alors moi, c'est Pierre Le Gagneux, en effet, professeur au département de biologie de l'Université Laval. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on va parler, le premier sujet qu'on va aborder ensemble, c'est la reproduction des animaux. Alors, on va vraiment se cantonner sur le règne animal parce qu'on a déjà fait un autre épisode sur les plantes. Alors, on va pas en parler aujourd'hui et on va pas parler des champignons non plus parce qu'on l'a déjà fait. C'est vraiment animaux. Je te propose donc qu'on commence. Est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est la reproduction? La reproduction, c'est la capacité à perpétuer ses gènes en étant capable de trouver un autre partenaire, de mixer ces gènes-là et de les transmettre à la génération suivante. Ok, donc c'est tous les êtres vivants qui sont sur Terre ici, ils sont issus d'une reproduction. Oui, qu'elle soit sexuée ou non, c'est une reproduction qui s'est passée pour qu'il y ait un être vivant sur Terre, que ce soit un être unicellulaire ou pluricellulaire, oui. Ok, et on voudrait savoir un petit peu aussi comment ça se déroule. Donc on sait qu'il y a plusieurs types de reproduction. Peut-être qu'on pourrait commencer par la reproduction asexuée. Mhm. Donc la reproduction asexuée, c'est ce que on a nous aussi. C'est-à-dire que nos propres cellules, si on a un coup de soleil, Mm. la peau est brûlée, et ensuite il va y avoir réparation de ces cellules-là. Comment ça arrive, c'est pas une reproduction dans notre cas, mais ces cellules-là vont se diviser et se reconstituer. Eh bien, la reproduction asexuée, c'est un peu la même chose, c'est juste une cellule qui va se répliquer et qui va se diviser par un processus relativement simple, qui est la mitose, et donc on va pouvoir avoir une reproduction comme ça. C'est comme des clones, en fait, qui vont se propager. Donc, c'est la même cellule qui se duplique et on parle de reproduction asexuée dans ce cas-là. Il y a des animaux qui se reproduisent comme ça, par Oui. reproduction asexuée. Oui, il y a beaucoup d'animaux qui ne font que ça Ok. comme type de reproduction. On va retrouver ça chez des êtres relativement peu évolués, donc relativement simples, mais la cellule, c'est l'unité de base du vivant. Eh bien, toutes les cellules sont capables de se dupliquer et la reproduction, c'est ça. Après, ça devient juste des clones si on fait juste des mitoses, et alors on est moins adapté au changement dans ce cas-là, parce qu'on n'a pas un brassage génétique, mais on peut aussi avoir la reproduction sexuée où on va avoir des mélanges Ok. dans ce cas-là. Donc, si par exemple il y a un énorme ouragan et puis ou je sais pas moi, un gros changement d'environnement, ben, les animaux qui se reproduisent seulement par reproduction asexuée, ben, ils vont pas avoir assez de mélange, donc ils vont peut-être moins s'adapter, et donc on risque de perdre toute la population. Si on parle de clones, oui, mais il y a aussi de la reproduction asexuée où il y a quand même un brassage. Dans ce cas-là, c'est moins problématique. Euh, un autre exemple qu'on peut donner, c'est juste que quand si on se rappelle de la cellule, comment elle fonctionne, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais il y a une petite usine à l'intérieur qui est la mitochondrie, qui, elle, fabrique l'énergie Oui, de la cellule. Ben, ça, c'est une ancienne cellule qui s'est fait manger par une autre. Et d'accord. puis, on a un autre type d'ADN là-dedans qui est intégré dans la mitochondrie. Enfin, qu'au départ, c'était pas mal ces cellules-là qui étaient capables de consommer d'autres. Puis ça a amené à la respiration chez ces cellules-là, puis de l'utilisation. Mais on a ces phénomènes-là qui existent chez les espèces relativement primitives, mais on garde ça en nous aussi. Ok. Donc, c'est parce qu'une cellule a mangé une autre que nous, Ouais. enfin, qu'elles sont capables de respirer, qu'elles Si ont on, acquis des métiers. si on veut, oui. Ok. Une spécialisation, des petits bouts de... Ok. Donc là, on a parlé de la reproduction asexuée, donc qui concerne quand même certains êtres vivants, mais il y a aussi la reproduction sexuée. Puis là encore, ça se divise en plein de types de reproduction. Je pense à l'oviparité, ovoviviparité, viviparité, il y en a plein de différents. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur ça et puis expliquer aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent quels sont les différents types de reproduction sexuée? Oui, ben, l'objectif ici, c'est pareil, c'est d'échanger des gènes et d'être capable de les transmettre. Et après, il y a plusieurs stratégies qui sont apparues au cours de l'évolution. Et puis celle qu'on connaît, nous, ben, c'est la viviparité, mais on a avant ce qu'on connaît, nous, en tant qu'être humain, puis mammifère. Mais effectivement, on a euh,
l'oviparité, donc ça c'est le fait de pondre des œufs, de les incuber, puis d'avoir un développement à l'intérieur de l'œuf. Et puis on a des situations intermédiaires, l'ovoviviparité, où là on va pondre des œufs, mais on va quand même les incuber. Il y a d'autres où on va pondre des œufs sans les incuber. Il y a toutes ces stratégies-là qu'on va retrouver chez les êtres vivants. Alors ceux qu'on connaît le plus, ça va être les oiseaux, pour tout ce qui est oviparité. Donc dans ce cas-là, ce qu'on retrouve le plus assez souvent, c'est un oiseau qui va pondre un œuf et puis la femelle qui va incuber pendant une période entre quelques jours, voire jusqu'à un mois pour certaines espèces, plusieurs mois. Et puis là, pourquoi ils incubent? Pour augmenter la température. Donc en augmentant la température, là il y a des réactions enzymatiques qui peuvent se produire et puis on a tout un système qui va se déclencher. L'avantage de ça, d'avoir une température associée, c'est qu'on peut décider quand est-ce que l'embryon va commencer à se développer. D'accord. Donc on peut décider d'un point de vue comportemental, quand est-ce qu'on commence l'incubation? Est-ce que l'incubation va être synchrone? Est-ce que tous les individus vont éclore en même temps? Ou de façon séquentielle, si on décide d'incuber dès le début, puis après on pond un autre œuf, eh bien à la sortie, au moment de l'éclosion, on va avoir une séquence. Donc une espèce peut décider, soit séquentielle ou non. Et puis il y a d'autres systèmes où il n'y a pas de température tant que ça. La température ne vient pas de l'animal, mais vient de l'environnement. Donc on peut penser aux tortues, par exemple, qui vont pondre dans le sable. Et puis c'est la température extérieure qui va venir chauffer le sable et les embryons vont se développer en fonction de la température. Et la température, si elle change, peut amener des changements aussi dans le développement de l'embryon. Donc il y a des systèmes comme ça. Et on a des systèmes un peu entre les deux, où on a des mammifères qui pondent des œufs. Je sais que c'est une autre question que vous aviez, mais est-ce qu'on va là-dedans? Mais tout n'est pas cloisonné. Là, on dit les mammifères sont comme ça, les oiseaux sont comme ça, mais on a des oiseaux qui n'incubent pas. D'accord. Donc on a des oiseaux qui vont juste fabriquer un nid gigantesque, mais avec beaucoup de matériel autour pour faire une espèce de four. Ils vont mettre l'œuf au milieu avec des feuilles, ils vont faire un espèce de tas de compost et mettre l'œuf au milieu. Et l'œuf va se développer grâce à la température de ce gros tas de compost, mais il n'y a pas de soins parentaux. D'accord. Alors, je sais pas si on donner les bonnes conditions là, à l'œuf pour qu'il se développe sans l'effort parental. Exact, mais on sait que plus on va avoir des espèces relativement évoluées, plus il va y avoir un soin parental plus important. Okay. On en a un exemple particulier où on parle encore... Quand on est adulte avec nos enfants qui ont éclos depuis longtemps, qui sont même partis, on est encore en train de s'en occuper. C'est vrai. C'est vrai. De ce que je comprends, donc chez les oiseaux, donc quand il y a des œufs ou même chez les reptiles, tout est une question de température dans le fond. Parce que ça peut même influer le sexe, il me semble, chez certains reptiles, quand il fait trop chaud versus quand il fait trop froid. Oui, Okay. Tout à fait. Je l'ai dit vite fait avec les tortues, mais c'est effectivement ça, la température extérieur va influencer le déterminisme du sexe, en effet. Okay. Donc ça, on retrouve ça chez beaucoup chez les reptiles. Est-ce que vous avez des exemples d'oiseaux qui se reproduisent sans soins parentaux, qui n'en font pas Est-ce que vous l'avez cité tantôt? Oui, je crois que c'est le cassoir, qui fait ça. C'est exotique. Oui, qui n'a pas du tout de soins parentaux, mais on a des espèces qui en ont très peu. Donc la plupart des espèces qu'on appelle nidifuges, ça c'est des espèces qui... alors nidifuge, ça veut dire quoi? Fuge, qui s'en vont. Ouais. Donc ils s'en vont. Donc ils ne restent pas au nid. Donc les petits ne vont pas rester au nid, puis ils vont partir très vite. Chez ces espèces-là, donc on peut penser à un canard, par exemple, qui va éclore, puis le canard est tout de suite tout mignon, puis il est tout de suite capable de marcher puis de s'alimenter. Barboter. Oui, c'est ça. Ou de barboter. Il suit sa maman après. Donc elle va suivre sa maman, donc il y a encore un attachement, mais il n'empêche que ce petit-là, il est très capable de subvenir à ses besoins quasiment tout seul. C'est pour ça qu'on a facilement domestiqué ces espèces-là, parce qu'elles sont faciles. Bien sûr. Et puis il y a d'autres espèces qui vont avoir beaucoup de soins parentaux, et donc ces espèces-là vont éclore avec très peu
de capacité. Là. Souvent, si vous prenez un nid de, je sais Une pas moi, mésange, par voilà, exemple, je vais ouais. prendre la mésange, eh bien, elle va être aveugle, elle va avoir très peu de plumes, pas de duvet, très vulnérable. Et donc, elle va dépendre beaucoup des allers-retours des parents pour grandir. Donc, on a ça pour cette espèce-là. Mettons, les mésanges, quand ça naît, ça ressemble vraiment à un tout petit lardon, là. C'est vraiment tout Oui, petit, là. c'est relativement laid, en fait. Oui, c'est vrai. Il y a pourquoi? Parce qu'ils sont pas prêts. Oui. En fait, la femelle va mettre très peu d'énergie dans les œufs de ces espèces qu'on appelle nidicoles, alors qu'elle colle dans le nid. J'ai ça comme... Donc elle c'est chouette. comme Ok, truc, ouais. c'est qu'elle fugue, donc elle s'en va du nid, puis l'autre, elle colle. Donc les nidicoles, eux, vont rester, mais il y a peu d'investissement dans les œufs. Alors que les nidifuges, l'investissement maternel, il va être très fort dans les œufs. Donc, c'est pour ça qu'un œuf de poule, on va plutôt domestiquer les poules pour les œufs parce qu'il y a de l'énergie là-dedans. On ne va pas domestiquer des œufs de merde, des tourneaux parce qu'il y a très peu, il y a très peu d'énergie, enfin beaucoup moins. Pas beaucoup de ressources, puis c'est très fragile. Puis... Voilà, donc ils arrivent, mais ils sont pas complets en fait. Ils ont très besoin d'apports nutritionnels supplémentaires. Mais à l'inverse, il y a des, comme vous l'avez dit tantôt, il y a des oiseaux justement qui naissent presque prêts à sortir du nid. Enfin, je pense notamment, c'est quoi? C'est pas les faucons qui sortent presque très rapidement. Enfin, non, les faucons vont avoir la même chose. Vont avoir des besoins de soins parentaux importants avec tout ce qui est rapace. Non, il y a besoin d'apports nutritionnels relativement importants. Et eux vont éclore avec, oui, certes, un peu de plumes par rapport à des étourneaux tout nus. Mais il y a des stades là-dedans. Donc, effectivement, un goéland va être de plus emplumé. Donc, il y a différentes stratégies. On a un gradient là-dedans en termes de soins parentaux. Puis, c'est tout le temps relié à l'investissement qui est mis dans l'œuf. Donc, on a des gradients là-dedans. On n'a pas des espèces totalement nidifuges, totalement nidicoles. Puis, il y a un entre-deux quelque part. Oui, mais on a pris un exemple extrême, là, les tourneaux, le merle ou la mésange d'un côté, puis l'oie ou le canard de l'autre. Ça, c'est effectivement d'ailleurs de bons extrêmes. Tant qu'on parle d'oiseaux, peut-être que vous allez pouvoir me répondre. C'est une question que je me suis toujours posée. Pourquoi il y a des couleurs d'œufs différentes? Pourquoi, mettons, l'œuf du merle, il est un peu plus bleu, tandis que l'œuf de la mésange, il est blanc avec des petits points Ça, c'est relié à leur capacité de détection. Donc, souvent, ils vont être cryptiques. Donc, si vous avez des espèces qui vont pondre au sol, ils vont être très, très proches de leur environnement autour. C'est un peu du camouflage. C'est du camouflage, ouais. J'appelle ça cryptique, mais c'est du camouflage, effectivement. Donc, on va essayer que, par exemple, prenez une sterne. D'accord? Elle va nicher sur des petits galets, des petits rochers en bord de plage, là. Mais c'est très difficile à trouver. Il est gris? Juste trouver le... Non, mais c'est parce que ça se confond. Les œufs d'oiseaux des rivages, là, c'est presque impossible à trouver. Si vous ne voyez pas la femelle partir, ou le mâle partir, parce que des fois, c'est des mâles qui font les soins parentaux, mais vous ne pouvez pas le trouver à l'œil nu, c'est presque impossible. Parce que c'est comme si ça se confondait complètement avec le paysage. Donc ça, c'est la principale caractéristique. Donc vous n'allez pas avoir des œufs colorés pour ces espèces-là. Et après, il y a des espèces qui vont nicher dans des nids plus ou moins élaborés. Et là, on peut se permettre de mettre un peu de pigment pour les reconnaître. Et puis, ça permet aussi d'éviter un certain parasitisme. Alors, ça permet ça. Donc, on peut reconnaître plus facilement son œuf et du parasitisme, ça peut être du parasitisme de coucou. Ça, c'est des vrais parasites qui rentrent puis qui font un autre œuf. Puis, dans ce cas-là, ça peut être plus facile à détecter sur un œuf de couleur ou un œuf très différent. Et puis, c'est aussi éviter le parasitisme d'autres espèces qui sont très proches ou d'autres individus qui sont très proches. Donc, ça permet d'éviter ça, ce parasitisme intra-espèce, interespèce. Et donc, c'est une autre stratégie qui a permis d'évoluer, mais impossible d'avoir ces stratégies-là si on niche au sol. Oui, c'est ça. Parce que sinon, mettons, ces oiseaux-là... c'est pas impossible, mais disons que ça ne va pas être sélectionné, puis on va pas... Oui, c'est ça. Mettons, c'est pas possible que, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais une berdache fasse un œuf rouge, là. Mettons, c'est impossible. Elle peut, mais sa probabilité de détection par le prédateur va être beaucoup plus élevée. Donc, ça m'étonnerait qu'il y ait des bernaches à œufs rouges plus tard, à moins que ça m'étonnerait des prédateurs daltoniens, je sais pas. Peut-être qu'ils voient pas bien les couleurs, on ne
sait pas. Peut-être. On avait aussi une question d'un enfant là, qui m'a été posée au camp. Est-ce que c'est possible 2 espèces différentes qui se reproduisent? Ben oui, parce que c'est sûr que ça renvoie à la définition de l'espèce. Alors, peut-être que une espèce, c'est un groupe d'individus, populations qui se reproduisent entre eux. Bon, mettons que si c'est ça la définition, on dit bah non, c'est impossible, parce qu'on sort de la définition. Mais sauf que comme toute définition, je vous ai parlé des oiseaux avec un gradient dans les stratégies, mais là c'est un peu pareil, on va retrouver des gradients dans les stratégies. Et si une espèce restait une espèce, ben, il n'y aurait pas d'évolution possible. Quand C'est même, vrai. ça ne marcherait pas. Donc effectivement, oui, les espèces entre elles vont être capables de se reproduire. Juste pour ça. Est-ce qu'elles vont toutes être viables? Ouais. Pas forcément. Pas sûr. Ou stérile peut-être, Voilà, comme c'est le ça ligre, c'est tout ça que je ça. veux dire, viable Ouais. dans le sens capable de se reproduire plus tard. Ton exemple, tu as dit le ligre, mais c'est le lion avec Le lion tigre. avec un tigre, il y a le tigron aussi, où c'est un tigre avec Oui. un lion. Ouais. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on... Mais ces espèces-là vont être stériles après. Ouais. Et Mais c'est puis, dans on la a- même grande famille qui ont pu se reproduire quand même. C'est des félins ensemble. Oui, bien sûr, c'est des espèces proches. Là. Ouais. Et puis on va retrouver... Oui, ce qui paraît paradoxal, on a des espèces qui se ressemblent beaucoup, puis qui vont être incapables de produire des descendants fertiles. Et alors qu'on a par exemple le chien avec des individus, des races extrêmement différentes. Tu te dis, ces deux-là peuvent pas s'accoupler. Juste mécaniquement, ça se peut pas, mais si, ça se peut. Et on a des choses particulières. Donc on est capable de voir comme au sein d'une même espèce, on peut avoir une variabilité extrêmement importante. L'autre exemple, c'est le cheval et l'âne qui créent le mulet, qui est pareil, qui n'est pas fertile ensuite, qui est stérile, mais l'avantage de croiser ces espèces-là pour nous, pour en profiter, c'est que ces espèces-là n'ont pas, après, de coûts de reproduction et on peut les utiliser uniquement pour un travail, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas... on n'a pas travaillé là-dessus après. Pas de Puis toute gestion à l'énergie... faire de ça Non, après. puis toute l'énergie va être développée sur la croissance, la force. Et donc, quand on veut une espèce plus robuste, ben, ça va être intéressant. C'est pour ça que le mulet a été... et peut-être encore utilisé pour faire des travaux dans les champs, mais c'était pour cette raison-là. Il n'y avait pas de reproduction avec ça. Donc, des espèces plus dociles, plus faciles à travailler. Mais c'est quand il y a, je prends l'exemple des chiens par exemple, où il y a des croisements qui ont été faits pour créer de nouvelles espèces. C'est en général pour avoir des animaux qui sont peut-être plus utiles, peut-être qu'on enlève des défauts pour prendre que des qualités, tout ça, ça se voit quand même dans certaines espèces. Toi, il me semble, Anne-Marie, C'est un que peu un t'avais- laboratoire d'évolution, là, nos croisements qu'on fait. Ouais, Là. ça, c'est de la manipulation faite par les humains. Par les dans le humains, fond, c'est pour ça. faire exprès, Oui, mais dans ça la nous permet de nature. mieux comprendre. Ça nous permet de mieux comprendre comment, relativement vite, à travers quelques générations, on est capable de changer quand même assez vite la trajectoire d'une race dans ce cas-là, mais on peut imaginer la même chose pour des espèces ou transposer ça pour plusieurs espèces. J'avais lu que le canard pilet puis le canard colvert, ça leur arrive d'avoir une reproduction, là, mais je ne sais pas si après, ça fait quelque chose. Mais... Oui, ça fait des canards colverts avec une longue queue. Ok. C'est assez particulier. On en retrouve en nature. Hein. Ça ça, s'hybride. dans Le la canard s'hybride extrêmement facilement. Ok. Donc, on en retrouve chaque année. Là. Il y a des mentions e-bird avec des hybrides. Des fois, on arrive à les trouver. Puis, il y en a qui doivent passer assez inaperçus. Mais oui, ils sont capables de se reproduire. Est-ce que ceux-là sont viables après? Certains oui, certains non. OK. Mais chez les canards, effectivement, il y a une plasticité un peu plus forte. J'ai vu ça pour les moineaux aussi, mais je sais pas les... Ouais, moineaux friqués, moineaux domestiques qui sont capables de s'hybrider. Mais est-ce qu'il y a... Je suis pas sûr que ce soit viable après. Là. D'accord. J'ai lu justement que plus on avançait dans le réchauffement climatique, dans les changements climatiques, plus on allait avoir des cas d'hybridation parce que des espèces qui sont censées pas se rencontrer de base commencent à se rencontrer et donc ça pourrait amener à plus d'hybridation. Peut-être qu'à terme, il y aura plus d'espèces aussi, ça créera des espèces ou pas. D'un point de vue théorique, ça fonctionne. Est-ce qu'on a des cas actuels? Je ne sais pas. Est-ce que tu as des exemples de ça? Moi, c'était surtout les oiseaux. Il y avait plusieurs espèces qui n'étaient pas capables parce qu'elles ne se voyaient pas. Là. Puis ensuite, Non, ça je comprends. C'est ce que je dis d'un point de vue théorique. C'est effectivement vrai qu'il va y avoir de plus en plus de chevauchement. Mais est-ce qu'on a déjà des cas où ça va amener à plus d'hybridation? Je ne sais pas. Mais peut-être qu'effectivement, ça va amener des nouvelles espèces
pourquoi pas. Mais... Peut-être sur les ours. Il me semble qu'avoir lu quelque chose sur les ours, justement, là, que leur aire était un peu diffuse. Puis là, maintenant que leurs aires se rejoignent, on va peut-être retrouver ce genre d'hybridation-là. On avait aussi une autre question d'un ami qui nous demande combien de temps dure la gestation. Donc là, j'imagine qu'on part plutôt sur les mammifères. Là, on est parti chez les mammifères, C'est effectivement. Alors, la gestation, combien de temps ça dure? C'est beaucoup de temps. C'est ça, 9 mois déjà chez les humains. Ouais, si vous êtes une musaraigne, peut-être qu'on peut parler d'incubation aussi. Enfin, ça doit être la question, ça va. Et donc, effectivement, ça va aller de quelques jours à quelques mois, voire plusieurs années. Donc, et c'est très, très relié à la taille. Donc, on parle d'une relation allométrique, c'est-à-dire qu'il y a une relation proportionnelle entre la taille et puis plusieurs paramètres comme la gestation, comme la croissance, comme l'énergie qu'on a besoin de consommer, comme énormément de paramètres. Puis ça va nous amener après à parler de l'écosystème dans pas long, mais toutes ces relations allométriques sont très reliées à la taille. Donc c'est une contrainte, la gestation. Donc ça permet de s'affranchir de contraintes, mais ça en amène une autre, c'est-à-dire qu'on est pris avec le temps. Puis c'est une variable qu'on ne mesure pas toujours, le temps. Et c'est très intéressant d'avoir cette question-là. Combien de temps ça dure, mais combien de temps... C'est pas... on pourrait peut-être donner des chiffres, mais ça ne sert pas à grand-chose. C'est combien le temps va amener cette contrainte-là pour ces espèces qui vont devoir planifier, prévoir. Et il y a plein de stratégies pour... par exemple, un chevreuil, là, le temps... un chevreuil en Europe, le temps de gestation est relativement court. Mais l'accouplement se fait à l'automne. Pour avoir, et si on fait un accouplement à l'automne avec un embryon qui se développe à ce moment-là, on va avoir des petits qui vont naître au début de l'hiver. Oui. Est-ce que c'est intéressant d'avoir des petits qui naissent au début de l'hiver? Pas vraiment, il n'y a pas de ressources, c'est ça. C'est pas une bonne idée. Donc là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une pause embryonnaire. Donc l'embryon se développe un tout petit peu, puis il reste en pause, jusqu'à ce que les conditions soient favorables. Et c'est par un mécanisme, c'est la photopériode qui va déclencher le retour du développement de l'embryon pour que les petits arrivent au printemps. Donc, il y a plusieurs stratégies pour pas... Cette espèce-là est relativement petite, mais le cerf va faire à peu près la même... Parce qu'il y a un gros chevreuil à côté, le cerf à côté, et lui, il va avoir à peu près la même chose. Mais lui, son temps de gestation va durer 3 mois et quelques, et donc ça fonctionne avec un accouplement en novembre. Ok. Quand on parle de photopériode, c'est le temps de soleil, c'est ça? C'est le temps qu'il y a du soleil dans la journée. Oui. C'est un peu comme les plantes, finalement, en fait. C'est un peu comme les plantes. Les plantes ont besoin d'une alternance jour-nuit. Oui. Et cette alternance jour-nuit, donc le nombre d'heures de jour par 24 heures, va déterminer beaucoup de phénomènes. On pourra parler de migration, on pourra parler du moment où les plantes vont commencer à pousser. Tous ces moments phénologiques, donc qui parlent de la période de temps où débutent les choses, eh bien, c'est très relié à la photopériode parce que c'est quelque chose qui est très prévisible. Chaque année, ça va être la même chose. Les saisons reviennent, puis ça influe énormément la vie dans l'écosystème. Donc ça, mais c'est surtout parce que c'est prévisible qu'on a développé dans l'organisme des moyens de le détecter. Donc on a des glandes qui vont détecter cette photopériode, puis vous aussi, vous avez ça, mesdames, une glande pinéale au-dessus de votre tête qui va détecter la photopériode et qui va amener la sécrétion d'hormones pour gérer votre cycle jour-nuit et pour bien dormir. Puis cette hormone-là, vous la retrouvez en pharmacie. Ok. Et elle s'appelle? La mélatonine. Eh oui. Ouais, c'est ça. Okay. Et voilà, donc c'est notre corps qui crée ça, la mélatonine. Okay. Mais ça, c'est relié à la photopériode. Ça va changer si on est au printemps, si on est à l'automne. Okay. Et on va détecter ça. Et si nous, on détecte ça, très bien. Et pour les enfants qui nous écoutent et qui sont très addicts, ou les parents aussi, même peut-être plus les parents, d'écran, et les écrans bleus, c'est parfait. Ça, c'est exactement la même... Ça vient nous décaler un petit peu parce qu'on a trop de stimulus de cette lumière bleue qui va changer la façon dont notre glande perçoit les signaux. Et donc, on vient changer la photopériode. C'est pour ça que quand on change d'heure, en général, on est un peu plus fatigué, on n'est pas très bien parce qu'il y a moins de lumière. Parce qu'on est décalé par rapport à ce qu'on avait l'habitude. C'est que c'était tellement bien calé notre système hormonal avec cette mélatonine-là qu'on vient décaler un petit peu, puis donc on a nos repères. On est tout mêlé, c'est ça. Un petit peu. Forcément, parce que on n'est plus en phase, alors que ça prend quelques
On parle de quelques minutes de changement par jour. Puis ça fonctionne bien, mais 1 heure, ça devient difficile. Ouais, ça devient vraiment trop compliqué. Puis pareil. Ça juste assez vite. Oui, mais il faut des shots de gingembre pour ça. On va s'en sortir. Mais alors, l'émission est diffusée bien après le changement. Oui, c'est ça. Ça Mais va en être tout cas, on est en plein dans cette Oui, on est en période-là plein pour l'instant. D'ailleurs, j'avais une petite question pour toi, Anne-Marie, puis aussi pour vous, Pierre. À votre avis, quel est l'animal avec la plus grande gestation? Moi, je pense que c'est l'éléphant. Ouais. Quelque chose de gros Moi, comme ça. j'aurais dit pareil. Ouais, hein, c'est j'aurais dit l'éléphant. Ça dure à peu près 2 ans. J'allais dire 24 mois, toi. Ouais, 22 mois, bravo. Donc, c'est quand même assez long. Et à l'inverse, il y a un animal qui a que 2 semaines de gestation. À votre Ça avis, doit être la musaraigne. Ouais, un petit Pas loin. rongeur. pas loin, c'est l'opossum. Donc, c'est vraiment oui. pas beaucoup non plus. Donc, là, c'est là Ça, c'est- qu'on voit que C'est un petit marsupial. Là. Ouais. Mais les rongeurs aussi ont parfois des petites périodes de des reproduction. toutes petites. Puis, je pense qu'après, on peut parler des insectes aussi qui ont des tout petits temps. Alors là, on va pas parler de gestation, on va parler juste de... Comment on dit ça pour les insectes Ça dépend, mais ça va être une métamorphose. Mais sinon, ça va être... les stades chez les insectes peuvent être extrêmement longs. C'est-à-dire qu'on peut avoir Des années, des fois, dans ça la peut terre. Pour Avant les larves, des larves. là. Les larves Ouais. vont pouvoir durer Pour les des larves. années, voire plusieurs dizaines d'années avant d'avoir les conditions favorables et puis d'émerger. Et effectivement, ça peut se faire Ça extrêmement peut se faire, rapidement. comme le moustique, par exemple, où le temps de cycle est très, très court. On parle de moins d'une journée Ouais, pour c'est certains. ça. Ouais. Il y a beaucoup d'insectes comme ça. Et à l'inverse, par exemple, les cigales. On en a déjà parlé dans un ancien balado, mais pour les cigales, c'est quand même assez long. Ça peut durer 5 ans à l'état larvaire sous la terre, puis ça émerge tout en même temps. par nuée. C'est Et, ça. Des fois, il y a des animaux aussi qui vont avoir la stratégie du nombre là, d'œufs, là, comme les, certains poissons ou les amphibiens qui vont juste lancer des centaines, voire des milliers d'œufs en espérant qu'il y en a un qui se fasse féconder. Puis ça, c'est une autre stratégie de reproduction qui peut être très longue parce que des fois, l'œuf, il peut se promener longtemps dans l'eau, là, dans les mers, dans les océans, c'est ça. Là. Des fois, il y a un œuf que ça prend 6 mois avant qu'il soit fécondé Oui, par c'est le hasard des courants. Alors, Mhm. c'est une autre stratégie qui peut être très courte ou très longue. Là. Effectivement. Et chez les oiseaux, c'est quoi la plus grande période de gestation? Est-ce que vous savez? De nidification, peut-être? L'incubation, ça va être chez le manchot empereur, je pense. Ouais. OK. Et là, on va retrouver ça sur plusieurs mois. Alors, c'est combien c'est au moins 3 mois, je pense. D'accord, quand même. C'est assez long. Quelque chose comme ça. OK. J'avais noté l'albatros aussi, qui avait 80 jours environ. Donc, je pense que c'est à peu près la même chose. Dans les mêmes eaux. Là. Mais c'est effectivement des espèces qui vont nicher dans les terres antarctiques. Là. C'est chez ces espèces-là qu'on va retrouver ça. Peut-être que c'est parce qu'il fait froid aussi que, justement, il y a un plus grand temps de C'est des nidification. vraiment très grosses espèces aussi. Donc, les œufs sont très gros. Et effectivement, il y a la température. C'est difficile de maintenir ça sur du long terme. Et les parents vont parfois se relayer pour l'incubation aussi. OK. Là, on a parlé donc tantôt des hybrides, donc de 2 espèces qui sont capables de s'accoupler ensemble. Là, on va parler plutôt des animaux qui sont capables de se reproduire tout seuls. Est-ce que ça existe, Pierre? Des animaux qui sont capables de se reproduire tout seuls, Oui. sans partenaire. Ouais, tout seul. C'est souvent des invertébrés. Là. Ouais, hein. Je pense qu'Anne-Marie, t'avais regardé un petit peu. Ah ouais, ben, il y en a plusieurs, là, des invertébrés qui vont avoir des stratégies là, asexuées parfois, là, comme la parthénogenèse, là, comme les fameux phasmes. Ou il y a l'anémone aussi qui peut se reproduire de manière sexuée, mais aussi asexuée par fission ou par bourgeonnement ou toutes sortes d'autres stratégies qui sont sans partenaire. Il y en a sûrement d'autres. Là. Ben, les phasmes, déjà, on peut en parler. On a des phasmes à la maison Léon Provencher. Puis la femelle est capable de faire des œufs toute seule, là, clairement. Donc, des fois, on entend des petits œufs popper sur la vitre parce que elle est capable de produire des œufs toute seule sans l'aide d'un mâle. Chez les abeilles aussi, c'est possible, notamment. Est-ce qu'il y a des exemples comme ça? Il y a quand même eu un apport de Pas matériel forcément. génétique. Non, pas forcément, Pas mais, forcément, ouais. mais si on parle des abeilles, par exemple, il y a quand même eu un apport D'un mâle, d'un quelque mâle part. ouais. Oui, quand même, pour pouvoir après générer les œufs. Et on en retrouve pareil aussi ça chez les hermines. Je ne sais pas si je me mets là-dedans. Chez les hermines? Oui. Oh. Elles vont être capables en fait, l'hermine femelle va être capable de se
de produire sa génération toute seule. Elle n'a pas D'accord. besoin d'avoir un mâle qui vient la féconder parce que le mâle a déjà fécondé les embryons OK. Ok. au tout début. Donc les embryons, quand ils naissent, se font féconder par le mâle et ensuite, ces C'est individus femelles ont déjà le matériel génétique puis peuvent aller... c'est pour ça que c'est des espèces qui sont capables d'aller coloniser rapidement Un un endroit. endroit alors qu'avant, il n'y en avait pas, puis on les découvre d'un coup. Parce Ok. elles sont capables c'est ça, de se propager toutes seules. Et c'est incroyable, ça, je savais pas, surtout pour un si gros animal en C'est général. pas très gros, là, mais, Mammifère, Ouais, quand mais même. c'est quand même un mammifère. mais c'est là, ça, donc, c'est pour ça que ouais. c'est un peu moins Ça connu, chaud, ça. hein. Là, c'est un sujet que j'aime beaucoup. On va parler de parade nuptiale. Et en général, il y a beaucoup de gens dans les animations, beaucoup d'enfants qui savent pas pourquoi le mâle est aussi coloré et pourquoi la femelle l'est moins. Alors, on va parler. La question de l'ami, c'est comment les animaux s'attirent entre eux. Donc, j'aimerais bien qu'on parle de parade nuptiale, tout ça. Eh bien, allons-y, parlons de ça. Mais c'est pas toujours le cas, hein. Non. Ouais. Je veux dire, c'est vrai que globalement, le mâle est souvent plus coloré que la femelle. Là, j'ai les notes UP, non. Mais pourquoi, d'après vous? C'est à moi que tu poses la question, c'est à moi de répondre, alors je vais répondre. Parce que la femelle n'a pas trop intérêt à se montrer. Parce que la femelle, c'est elle, en général, qui a les coûts de la reproduction. Elle va Donc, j'ai protéger parlé... les petits par après. Ouais. Il faut pas Ouais. qu'elle soit une cible pour les Puis prédateurs. j'ai parlé tout à l'heure des œufs cryptiques camouflés, là. Ouais. C'était la même stratégie. Je veux pas me faire détecter. Et souvent, c'est la femelle. Je reste chez les oiseaux parce que c'est facile, mais chez les oiseaux, la femelle va rester couchée, souvent sur ses œufs, et elle veut pas se faire détecter. Donc, on va souvent trouver des femelles marrons au sol. Et puis, le mâle, lui, il pourrait rester marron. Pourquoi il va se mettre du rouge à lèvres et être magnifique comme ça? Parce qu'il doit compétitionner avec les autres mâles. Parce que s'il y en a un qui est plus coloré, il dit à l'autre, moi je suis en meilleure santé que toi et je peux avoir accès à plus de partenaires. Et il dit à la femelle, moi j'ai d'autres attributs en plus, puis je te les montre. Alors après l'autre, je dis l'autre comme s'il y avait un combat comme ça. Mais en fait, il faut l'imaginer sur le temps long. Donc imaginez que c'est de l'évolution qui est en arrière. Eh bien, s'il y a une autre espèce qui va être plus colorée, enfin un individu qui va être plus coloré dans une espèce, mais il a plus accès à la reproduction. C'est sûr que cet individu plus coloré, il gagne. Donc, il y a toute cette sélection sexuelle qui se met en place. Et donc, il y a un intérêt, après un débalancement entre la femelle qui doit préserver sa propre survie pour pouvoir se reproduire, et les mâles qui ont moins cette contrainte, puisqu'ils ne doivent pas incuber, ils ont juste à trouver un partenaire, le garder et le séduire. Donc, c'est beaucoup plus souvent ça qu'on va observer, et c'est pour ça que c'est plus souvent les mâles qui vont être colorés que les femelles. Soit colorés, soit avec des bois pour les grands mammifères. Donc, on a les orignaux avec des grands bois. Pourquoi? C'est pareil. Je me montre que je suis vieux, plus âgé, donc avec plus d'expérience, que mes bois sont beaux, sont grands, sont droits, donc je suis fiable, j'ai des bons gènes, viens avec moi, échanger tes gènes. Donc c'est ça on va retrouver là-dedans. Après la parade nuptiale, alors on n'a pas abordé la parade, on a juste abordé le fait qu'ils soient plus colorés. Donc voilà pourquoi les mâles sont plus colorés. C'est le signal visuel qui va. Voilà. Il va dépenser de l'énergie là-dessus. C'est ça. Mais les parades ensuite, puis je reviendrai après, Ouais. il y a des exceptions là-dessus. Hein. Ouais. Ils ne sont pas tous plus colorés. On a des femelles plus colorées que les mâles chez d'autres espèces. Mais je vais revenir. Pour les parades, ça suffit peut-être pas d'avoir de la coloration. T'es peut-être plus coloré, tu es bon à te maquiller, mais tu sais pas danser. Donc on va aller voir si tu sais danser. Puis la danse qu'on a, nous, pour se séduire, c'est un peu la même chose, c'est des aptitudes physiques. Est-ce que tu es capable de... Et je vais te tester, en fait. Donc la femelle teste son mâle. Est-ce que tu es capable de danser? Puis la femelle peut tester pas un mâle, mais plusieurs mâles. Et donc on retrouve ça, on a parlé de canards tout à l'heure, on va trouver ça chez les canards. Ils vont avoir des comportements stéréotypés, donc c'est des comportements où on s'attend à retrouver le même comportement. Donc ils hochent la tête, ils volent en espèce de duo à peu près bien orchestré. Et ça, c'est pour voir si le mâle est capable de suivre la femelle, capable de faire des loopings, capable de... Les rapaces vont échanger des proies dans les airs. Donc on attend à ce que le mâle capture un mulot, un campagnol, et puis la femelle va se mettre en dessous en volant et va rattraper la proie. Et donc c'est dans ce qu'on voit dans les airs, c'est ça.
Un Donc, cette concours d'adresse. coordination, Oui, c'est ça. c'est un peu un concours pour voir si tu vas être capable. Parce qu'ensuite, il y a peut-être plusieurs choses qu'on va aller faire ensemble. Une reproduction, affronter des tempêtes, lutter contre des prédateurs, trouver un bon spot pour faire un nid, ou marcher pendant vraiment longtemps quand on est, je sais pas, un gnou, ou quand on est un caribou migrateur. Ça va être long, ça va être difficile. Donc, si on se met ensemble, on va se mettre ensemble pour vrai, puis on va s'assurer que les deux, on est fiables. Donc, le mâle aussi fait tester sa femelle un peu. Mais c'est surtout la femelle qui choisit Ouais. dans ce monde-là. Je finis sur mes exemples. Oui. Mon contre-exemple, c'est les phalaropes. Et les phalaropes, c'est des oiseaux de rivage. Ok. D'accord? Donc, on voit des petits oiseaux d'eau, là, tout petits. Et puis, on va retrouver un individu très coloré. Et dans ce cas-là, ça va être la femelle qui est très colorée. Et le mâle va être beaucoup plus terne. Pourquoi? Parce que c'est la femelle qui pond les œufs, ça va, mais c'est le mâle qui incube. Ok. Et donc là, on va retrouver les mêmes compromis. Et donc, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le mâle qui n'a pas trop intérêt à se faire voir par les prédateurs, Bien sûr. puis la femelle qui, elle, peut avoir Dépenser de l'énergie là-dessus. Ben, elle a quand même un coût, c'est-à-dire pondre les œufs, mais c'est tout ce qu'elle a comme coût de la reproduction, parce qu'après, c'est transféré au mâle. Donc, on a ça dépend. En contre-exemple. fait. Mais non, mais ça nous montre à quel point c'est Ouais. bien ça, c'est bien la sélection sexuelle Ouais. qui amène cette différence entre mâle et femelle. Parce que là, on a parlé des concours d'adresse, des défis Ouais. un petit peu lancés par la femelle. Il y a aussi, mettons, je pensais au crapaud là, qui doit bien chanter. Il y a la danse là, mais il y a aussi le chant. Donc, plus un mâle chante bien, plus c'est un bon reproducteur. Il y a aussi les phéromones qui sont utilisés chez beaucoup d'animaux. Donc, les phéromones, pour ceux qui nous écoutent, c'est une odeur comme un parfum en fait qui est diffusé. Je pense notamment aux papillons. Hein, c'est les papillons de nuit là, qui sécrètent beaucoup de phéromones. Puis ça aide les mâles à faire plusieurs centaines de mètres. Pour, Kilomètres, ouais, c'est kilomètres, ça fort. fait beaucoup là, mais une très longue distance en tout cas pour aller chercher les femelles. Ouais. Il y a plein d'exemples comme ça. Oui, les chants, les phéromones, ça fonctionne très bien. Et pour les chants que je connais un petit peu mieux que les phéromones, Oui. désolé, ça va être le rythme qui va fonctionner, et puis si c'est aigu ou grave. Donc, en fonction de ces informations-là, puis si c'est relativement répété, souvent, ça va amener à savoir si ton partenaire est fiable. Et puis, ça va permettre aussi d'éliminer les autres compétiteurs. Donc, ça va être l'intérêt de ça, c'est d'attirer, mais c'est aussi de repousser. Donc, il y a un mélange de deux informations qui passent par le chant. Puis, l'avantage de chanter, c'est que c'est pas très coûteux par rapport à se battre. Donc, il y a quand même un intérêt c'est souvent encore les mâles qui vont chanter pour attirer les femelles, puis pour défendre le territoire. Mais c'est beaucoup moins coûteux, puis ça a évolué comme ça. Parce qu'on était capable de... Mais c'est pareil que nous, pareil pour nous. On va plutôt s'insulter avant de se frapper. C'est D'accord? vrai. C'est vrai. Le mieux, c'est pas se frapper là. Quand Non, le mieux, c'est de pas s'insulter, pas se frapper, mais l'insulte, elle est là pour se protéger et pour exprimer le fait que si on continue, la prochaine étape, c'est qu'on va se taper dessus. Donc, on va plutôt... C'est moins coûteux d'hurler dans la rue que... On rappelle que la non-violence est toujours la mieux. Là. J'avais plein d'exemples de paranuptiales parce que j'ai regardé plein de vidéos dessus, parce que je trouve ça trop cool. Le poisson globe, par exemple, il fait une œuvre sur le sable de 2 mètres de diamètre pour attirer la femelle. Donc, le petit poisson, là, il fait un petit dessin pour la femelle. Puis, plus le dessin est beau, plus la femelle a envie de s'accoupler avec. Il y a aussi l'araignée pan. Pareil, il y a un exemple qui parle beaucoup aux enfants, parce qu'on en avait jasé pendant le camp de jour. Donc, c'est une araignée qui est très colorée sur l'abdomen, puis en fait, qui va relever son abdomen, qui va faire des petites danses comme ça pour attirer la femelle. Alors, une un petit peu plus gore, mais toujours sur les araignées. C'est Halloween il n'y a pas longtemps, donc je peux me permettre d'en parler. C'est le mâle qui offre des cadeaux emballés de soie à la femelle dans le but de réduire son agressivité. Soit ça marche, et dans ce cas, la femelle est prête à s'accoupler, soit ça marche pas du tout, puis le mâle se fait manger. Donc, c'est une stratégie pour survivre et se reproduire en même temps. Et on va partir ça va dépendre de l'état de la femelle. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'ils donnent à manger avant. Mais c'est ça, mais si elle a vraiment faim... elle va manger pareil. Là, peu importe si le cadeau était chouette, elle va manger pareil. Et
aussi un exemple chez les oiseaux, parce qu'il y en a énormément. Il y a l'oiseau du paradis qui fait des danses sur une branche de bois, mais il y a aussi l'oiseau jardinier qui construit une arche avec des brindilles, qui décore avec de la poudre de charbon, des baies et de la salive. Il fait une petite arche pour accueillir la femelle. C'est tellement romantique. Ouais, vraiment. Tellement c'est d'efforts. c'est beaucoup de travail, hein. Je sais pas Ouais. si vous avez vu ce que c'est que l'arche en question, c'est phénoménal. Puis des fois, c'est même pavé. Il y a des fleurs qui sont rajoutées, il y a Ouais. c'est comme l'entrée dans un palais, quoi. Mais pour vrai, c'est ça qui est... C'est vraiment cool, là. Mais c'est parce que alors, pour beaucoup, c'est parce qu'il y a très peu de prédation. Il y a eu tellement peu de prédateurs dans certaines îles comme ça que ben, c'est juste la sélection sexuelle qui opère. Donc la seule sélection qui fonctionne le plus, c'est la sélection sexuelle. Donc on va retrouver des comportements assez fantastiques et comme ce que tu Très viens de mentionner, recherchés. là, ouais, Oui, très c'est ça. recherché, parce que jamais il y avait beaucoup de prédation, mais on n'aurait pas ça. Parce que là, on parle d'arches au sol, sont super facilement détectables et Bien c'est sûr. très vulnérable. Donc c'est parce qu'il n'y a pas eu ce moteur lié à la prédation qu'on peut retrouver la sélection sexuelle aussi fort que ça. Parce qu'ils se prennent leur temps en plus pour faire ça. Je voyais, ça pouvait vraiment durer plusieurs heures où ils vont enlever chaque petit grain de sable en trop, tout ça, parce que sinon la femelle elle dit non, 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 Parce là, que c'est pas propre là. parce Ils que sont pas stressés de leur survie. Non, ces c'est ça. oiseaux-là. t'élimines le compromis classique de survie-reproduction. Donc, je dois éviter de me faire manger pour pouvoir me reproduire. Mais là, tout le monde peut se reproduire. Donc là, c'est qui se reproduit, en fait. Alors là, on est un jeu de qui se reproduit. Ben, moi, je peux faire ça, et moi, je peux faire ça. Et donc là, c'est ça le... Concours de talent. Ouais, C'est exactement. ça. Et je pense qu'on va se quitter sur ça, que les mâles peuvent parfois faire des belles constructions pour attirer les femelles. On va se quitter sur les parades nuptiales également. D'accord. Parce que le temps file, puis on a dit déjà beaucoup de choses. Alors merci Pierre d'avoir été avec nous, parce qu'on a appris vraiment plein de choses sur la reproduction des animaux. Merci beaucoup aussi Anne-Marie, pareil avec toujours plein d'exemples, super cool, merci beaucoup. C'est le temps de remercier aussi nos partenaires. Alors merci au Studio Coupé qui nous accueille ici pour enregistrer ces jolis balados. Ce projet n'aurait pas été je vais refaire ma phrase. Ce projet n'aurait pas été possible sans la contribution financière de la Ville de Québec. Alors, merci beaucoup à eux. Puis également, merci à la maison Léon Provencher. Et on peut aussi citer merci à l'Université Laval pour pouvoir vous avoir... c'est ça, pour pouvoir... pour que vous soyez là avec nous, voilà. En tout cas, si jamais vous avez des questions sur les sciences naturelles, n'hésitez pas à nous les écrire via l'adresse mail de la maison Léon Provencher. Puis nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain balado. J'essaie de pas...